je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir accordé ce temps de visite des champs pour me montrer ton activité en live, en direct. Ravie d'avoir découvert ton univers. Et du coup, je voudrais profiter de ce petit moment d'échange supplémentaire pour te poser quelques questions. Et je te remercie de te prêter au jeu de l'interview, qui je sais n'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident, mais c'était sympa de te recevoir, de faire la visite des champs, voilà, de discuter des huiles essentielles, aromathérapie, tout ça. Exact. C'est Alors, cool. reprenons un peu du coup. Tu as déjà dit beaucoup de choses tout à l'heure pendant la visite. Je vais répéter. Voilà, pour le coup, on va tout condenser, ouais. essayer de tout remettre dans une seule interview. Donc aujourd'hui, on peut dire que tes terrains sont éloignés de toute source de pollution et tu es certifié en agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors oui, donc on a des terrains qu'on cultive qui sont isolés, voilà, loin des cultures conventionnelles. Et j'ai pris le label bio, ça fait 6 ou 7 ans maintenant. Je ne l'avais pas au départ pour des raisons financières, parce que ça a un coût pour les producteurs de prendre le label bio. Donc je l'ai payé, j'ai commencé à le prendre en 2016. Le label bio, en fait, ça m'a ouvert des portes au niveau commercialisation des produits, puisque avant, j'avais pas le droit d'aller sur des foires bio, j'avais pas le droit de vendre en magasin bio. Voilà, donc à partir de 2016, quand j'ai pris le label, ça m'a ouvert des portes commerciales, sachant que par contre, ça n'a rien changé à mon travail, puisque ce que je faisais était déjà bio. Voilà, donc ça rajoute pas mal d'administratifs à faire, mais sinon, au niveau du travail, ça rajoute absolument rien. Oui, parce que là où tu te trouves, il n'y a pas d'industrie autour, et je le confirme, Voilà, vraiment. c'est la campagne pure, profonde. Complètement. Et tu procèdes manuellement dans la majorité de ton activité. C'est un choix qui est profondément ancré en toi, n'est-ce pas? Ouais, on essaie de travailler le maximum de façon manuelle, et notamment sur la récolte et les cueillettes, où 90% des récoltes se font à la main. Voilà. On utilise quelques outils quand on est sur des élagages, sur des résineux, etc. Mais sinon, sur les 90% des plantes qu'on travaille, on est sur des récoltes manuelles, à la faucille. En douceur. En douceur, voilà. Et donc c'est très important la cueillette à la main pour véhiculer en fait à la plante notre état, voilà, et pouvoir être un peu plus en communion avec elle. Je trouve que c'est assez important pour la qualité de produit qu'on recherche derrière. Oui. C'est des cueillettes qui se passent aussi dans le calme. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'outils. Donc on arrive délicatement, on vient cueillir la plante, on ne l'agresse pas. C'est quand même vachement différent d'une machine qui va arriver, qui fait du bruit, qui pollue. Oui. Qui agresse les plantes, mine de rien, qui va tailler les plantes toutes à la même hauteur. Alors que quand on cueille à la main, on va s'adapter à chaque plante pour l'accueillir de la meilleure façon possible. Cueillir à la main, ça permet aussi de trier les herbes qu'on va avoir dans les plantes, et au final d'avoir des cuves complètement, enfin, jamais complètement, mais quand même pures au niveau de la plante qu'on va distiller. Il n'y a pas trop d'adventices. Ça permet aussi de protéger les insectes, les abeilles et toute la vie qu'il y a sur les plantes au moment de la récolte, puisqu'on est souvent sur des récoltes en fleurs où il y a pas mal d'insectes. Oui. Et c'est vrai que le fait de cueillir à la main, les insectes ils ont le temps de partir, ils ne se retrouvent pas piégés dans une machine et broyés au fin fond d'un alambic. Et noyés. Voilà. La cueillette à la main, c'est hyper important, et c'est vraiment pour tout ce partage entre la plante et le cueilleur là, que je trouve qui est quand même hyper important, quoi. Oui, oui. Donc en ce qui concerne les distillations, alors on pourrait penser que les huiles essentielles sont distillées principalement l'été, ce qui est a priori le cas, mais finalement pas tant que ça. Alors est-ce que tu peux nous donner un peu le planning de tes distillations? Qui est distillé quand? Ouais, c'est vrai que souvent on pense que les huiles essentielles sont distillées l'été. Voilà. C'est vrai que l'été c'est une grosse période de récolte et de distillation. Mais nous, là, vu qu'on travaille je crois une trentaine de plantes, en fait on distille toute l'année.
Et selon les plantes, il va falloir préférer les récolter et les distiller en hiver, au printemps ou en été. Et pour te donner une idée de mon planning, parce que c'est pas une vérité absolue, hein, il y a des plantes qu'on pourrait distiller à d'autres périodes, notamment par exemple le romarin. Mais en tout cas, voilà, moi mon planning, si on commence le mois de mars, qui est c'est pas dans l'ordre au niveau du calendrier, mais c'est le début de la vie, le renouveau des plantes, Oui. voilà, le début du printemps. Donc en fait au mois de mars, ma première cueillette ça va être le romarin. Je vais faire le romarin sauvage qui est un romarin à camphre, donc cueillette de plantes sauvages. Et ensuite le romarin à verbenone que je cultive. Alors tout dépend, ça peut être soit le romarin à camphre en premier, soit le romarin à verbenone, ça dépend des années, et de la floraison, de la météo, etc. Donc ça va être en mars. Ensuite je vais faire du genévrier commun. Après le romarin, donc on va être romarin c'est entre mars et mi-avril. Ensuite j'enchaîne mi-avril jusqu'à mi-mai, je peux faire du genévrier commun. Il est en train de faire ses jeunes pousses. Et moi je préfère le cueillir et le distiller à ce moment-là. Ensuite ça va être toute la partie du thym. Donc là ça dure un petit moment puisqu'on en a qui est planté dans les champs, on a deux variétés, le linalol et le tujanol. Et après on a pas mal de sites de thym sauvage. Et le thym c'est une floraison assez longue qui dure un mois et qui commence fin avril, début mai jusqu'à fin mai. Voilà. Donc c'est une grosse période de cueillette ça, parce que c'est quand même assez long de cueillir le thym à la main. Ensuite très grosse période de récolte de fin mai à fin juin, où là je vais enchaîner plusieurs plantes, notamment la mélisse que je cultive sur une petite surface. Ensuite je vais faire du millepertuis en cueillette sauvage. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai les immortelles qui sont plantées, donc ça va être plutôt fin juin. Dès que j'ai fini les récoltes immortelles, je passe sur la récolte de lavande officinale qui sera vraiment fin juin, début juillet. Ensuite on arrive à juillet où là c'est une période un peu plus cool que j'ai décidé, parce que sinon il y aurait plein de plantes à récolter. Mais voilà, j'ai deux rangées de lavandin à cueillir, donc ça va relativement vite. Et après je vais chercher de l'achillée millefeuille en général en juillet, plutôt en montagne. Voilà, donc ça sera ma distillation de juillet. C'est un mois un peu plus calme. Et ensuite en août j'enchaîne sur de la sarriette, alors qui est cultivée dans nos champs, mais ça peut être aussi de la sarriette sauvage, j'en ai fait pendant très longtemps. Ça va être début août ou mi-août, ça dépend. Ça dépend de la floraison, de l'altitude, etc. Ensuite, il y a la lavande aspic qui arrive, qui est la plante emblématique de mon terroir et de Bohémia. Voilà, ça c'est à partir du 15 août. Ensuite, en même temps, je fais aussi des carottes sauvages. Carottes sauvages, ça va être une cueillette qui va s'étalonner de mi-août jusqu'à fin septembre. Oui, elle est généreuse. Là. Elle est généreuse, en fait ça dépendra du terroir. Dans les corbières on va être plutôt sur mi-août. Et puis si après on part en Ariège où il fait plus frais, on va avoir des fleurs jusqu'à fin septembre facile. Ensuite en août je fais aussi du buplèvre. Pas tous les ans mais certaines années je fais du buplèvre. Ça m'arrive de faire du fenouil. Alors le fenouil va être un peu plus tard, il va être quand même en septembre. Voilà, et après en septembre je vais faire du cyprès, du fenouil du coup, du myrte, rouge pour le coup, sauvage, et ensuite le laurier. Voilà, le laurier c'est octobre. Voilà, donc on est au mois d'octobre. Ouais. Et ensuite arrivent les plantes que je fais plutôt l'hiver et qui vont être les résineux. Donc les résineux je les commence en général mi-novembre jusqu'à février. Il faut quand même qu'il y ait des belles journées ensoleillées, il ne faut pas qu'il pleuve ni rien. Mais bon, on est dans le sud, donc il y a quand même des belles journées en hiver. Et là, en résineux, je vais faire le pin d'Alep, le pin sylvestre, le sapin pectiné et de temps en temps du cèdre, ça arrive. Voilà. Et là, on a fini l'année et on peut repartir sur le romarin. C'est ça, oui, parce qu'on est en février là globalement. Et on repart sur le mois de mars. Donc en gros, tu as quasiment une distillation tous les mois. Oui. Et si tu veux, comme on distille une trentaine de plantes,
Il y a des périodes où dans le mois on va distiller 4-5 plantes, il y a des mois un peu creux comme le mois de juillet qui nous permettent de souffler, mais sinon voilà, toute l'année ça distille pas. Ouais. Non mais c'est important de le dire aussi parce que c'est pas un métier où on se la coule douce le reste de l'année en dehors de l'été quoi. Voilà, en fait c'est un métier, nous quand on est en étant sur de la vente directe avec plein d'huiles essentielles et donc c'est pas de la monoculture, c'est plein de variétés qui sont cultivées, cultivées et cueillies, ça implique des distillations toute l'année. Tout à fait. Et tu vois, pour conclure sur ça, c'est que la distillation, quand je distille pas pendant 2 mois, enfin ça m'arrive pas d'ailleurs, mais ça me manque. Ouais. J'ai besoin d'avoir une cueillette, une distillation tous les mois et demi, quoi. C'est quelque chose, voilà, je peux plus m'en passer. Je comprends ça. Moi, du coup, tu parlais effectivement que tu as aussi des plantes en culture. Tu ne fais pas que de la cueillette. Ouais. Donc, parmi ces plantes cultivées, comment les as-tu choisies et comment les choisis-tu encore afin qu'elles soient adaptables à ton terroir? Alors, comment je les choisis? Déjà, le premier critère, c'est que ce soit des plantes méditerranéennes, qui n'aient pas besoin de beaucoup d'eau pour survivre aux sécheresses qu'on connaît. J'essaye de choisir ces plantes aussi en fonction si elles sont éloignées en termes de cueillette. Voilà, j'essaye de les cultiver pour me permettre de les avoir un peu plus près de moi, notamment la sarriette ou l'immortelle. Voilà. C'est les principaux critères, et puis après bien sûr la demande qu'il va y avoir au niveau de la clientèle, quoi, on ne va pas cultiver 3 hectares d'une plante il n'y a pas de débouché, quoi. Bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment les 3 critères. Et donc en termes de plantation, je crois qu'on en a une dizaine de plantes cultivées. Donc on a la sarriette, des montagnes, que avant j'allais chercher en cueillette sauvage, que je continue à aller chercher en cueillette sauvage, mais j'en ai de cultivées. On a de l'immortelle, donc l'hélicrise italienne, on a de la lavande officinale, on a du romarin verbenone, qui est normalement un romarin endémique corse. On a quelques lauriers en test. On a 2 variétés de 2 chémotypes de thym, donc le linalol et le tujanol. On a un petit peu de lavandin, un petit peu de sauge officinale pour faire de l'hydrolat. Je crois que j'ai fait le tour sur les plantes. Et dans tes lavandes, tu as la lavande officinale et la variété maillette aussi. Voilà, alors c'est les deux, c'est de la lavande officinale. On a de la lavande officinale fine, c'est la lavande de population qu'on appelle, et de la lavande maillette, voilà, qui est un clone. Et c'est vrai qu'au niveau olfactif, ce que je te disais dans le champ, je trouve que la maillette est beaucoup plus fruitée, agréable que la fine. Non, rien qu'à l'épi floral, effectivement, on a des petites notes sucrées. Et l'huile essentielle aussi, voilà. Après, au niveau analyse chromatographique, elles sont quand même très très proches. Oui. Mais bon, c'est leur secret aussi. C'est leur secret, Alors, as-tu connu des échecs d'adaptation de plantes à tes sols? Oui, bien sûr, il y a des échecs. L'agriculture, c'est un métier très ingrat où on essaye des choses et puis il y a des fois on se plante. Et bon, c'est vrai que comme je le dis, on n'est pas sur de la monoculture, donc ça rajoute quand même de la difficulté. Puisque un romarin, c'est pas une lavande c'est pas une immortelle. Et quand on réfléchit, les producteurs de plantes aromatiques, c'est quand même des agriculteurs chevronnés, puisqu'on a plein de variétés de plantes différentes et qui réagissent complètement différemment au sol, à la météo, etc. Et donc il faut être très, très pointilleux, quoi. Ça va aussi dépendre du terrain, où il est placé, comment il est placé, s'il y a une nappe phréatique, s'il n'y a pas de nappe phréatique. Donc oui, des échecs, il y en a, on a perdu des plants. Voilà, ça arrive, ça permet de connaître de mieux en mieux son terroir, de connaître les plantes, de s'adapter. Voilà. Et d'être patient aussi, parce que tu dois voir comment ça évolue et ça évolue pas du jour au lendemain. Ça évolue pas du jour au lendemain. C'est sûr, quand on plante, il faut au minimum 3 ans avant d'avoir une première récolte. C'est le minimum, parce qu'il y a des arbustes, si on les plante, il va falloir 5-6 ans pour pouvoir faire une première coupe. Donc il faut quand même être assez patient
avant d'avoir un résultat et une huile essentielle dans un flacon, quoi. Ouais, c'est clair. Alors maintenant, si on aborde le sujet de la cueillette sauvage, ce qui est ton dada, est-ce que tu peux nous parler des règles élémentaires à respecter en termes de cueillette sauvage donc Ouais. Tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet, je crois. Il y a beaucoup de choses à dire sur la cueillette sauvage, c'est sûr. Alors la cueillette sauvage, déjà, c'est pas le bon terme. C'est un terme très limitant, c'est la cueillette de plantes sauvages. Ok. Parce que la cueillette sauvage, on pourrait dire on cueille ça comme des sauvages. Et Ah oui, c'est pas du vrai. tout le. C'est pas le but. C'est pas du tout le but. Donc c'est la cueillette de plantes sauvages. Ok. Effectivement, il y a des règles. Bon, moi, j'ai découvert la cueillette sauvage via mon maître de stage. Et au départ, on n'a pas idée qu'on puisse cueillir des plantes sauvages pour les transformer et puis après commercialiser des produits. Et en fait, ça existe. Il y a des gens qui font que ça même. Oui. Moi, je suis un cueilleur à petit niveau, on va dire. Même si je fais beaucoup de cueillettes, voilà, c'est pas je ne fais pas que ça comme activité. J'ai de la culture, je fais de la distillation, etc. Mais malgré tout, j'ai cette partie cueillette. Et donc quand on commence, on se dit la cueillette c'est magnifique. Et puis au fur et à mesure qu'on cueille, on se rend compte qu'il y a d'autres cueilleurs qui font ça. Donc on se dit ok, il y a du monde dans les garrigues et dans les forêts. Il y a beaucoup de plantes qui sont extraites du milieu sauvage, pour que ce soit pour les huiles essentielles, pour la gémothérapie, pour l'herboristerie et plein d'autres préparations. Et voilà, on se dit bon, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, parce que la nature, elle est pas, enfin, ce qu'elle produit, c'est pas infini, quoi. Et surtout quand on s'aperçoit qu'il y a des cueilleurs qui en fait ne sont pas des cueilleurs, qui ont vraiment des très mauvaises pratiques, qui vont cueillir à des stades qui sont pas bons, des stades de maturité qui sont pas bons, qui vont cueillir avec des pratiques qui sont pas bonnes pour la croissance ou la repousse de la plante. Donc voilà, quand on commence à côtoyer ça, on se dit que voilà, la nature, il faut quand même la surveiller, l'entretenir. Voilà. Tout à l'heure, tu avais pris l'exemple du pin d'Alep. Ouais. Bon, j'ai un peu filmé, mais est-ce que peut-être tu peux en redire 2 mots là maintenant? Le pin d'Alep, donc c'est un pin qui est pas endémique d'ici, mais il est venu très invasif dans les corbières. Oui. C'est un des premiers arbres qui va repousser derrière un incendie. Et c'est vrai que sous un pin, il n'y a pas grand chose qui pousse, avec l'acidité des aiguilles, il n'y a pas grand chose qui pousse, et puis il va refermer le milieu. Donc il a colonisé les garrigues là, sur les corbières, et j'ai décidé d'en cueillir. Ça permet d'entretenir un peu le milieu, éviter qu'il se referme. Et en l'occurrence, voilà, le pin, on peut faire quelques coupes pour nettoyer des pans de montagne et de garrigues, et ça va permettre de réouvrir le milieu et aux autres plantes comme du thym, de la lavande aspic là, qui sont en concurrence en fait avec le pin, de pouvoir un peu plus reprendre de l'espace et se plaire. Voilà. Oui, parce que tu disais qu'un pin, quand tu le coupes, il ne repousse pas. Ouais, un pin, quand on le coupe, il ne fait pas de repousse. Voilà, il n'y a pas de rejet. Ouais. Voilà. Donc ça va permettre vraiment de nettoyer Ouais. des surfaces de montagne pour permettre à d'autres plantes de venir prendre leur place. Des plantes endémiques pour le coup. Et des plantes endémiques, notamment le thym, la lavande aspic. Ouais. Et c'est vrai que le milieu, il a tendance à se refermer parce qu'il y a moins de cueilleurs qu'avant, malgré tout. Il y a moins de pastoralisme, il y a moins d'entretien des garrigues. Oui. Et donc l'espace se referme. Et il y a des espèces qui vont prendre le dessus. Ouais. Voilà. Donc le métier de cueilleur, c'est aussi c'est à la fois être sentinelle du milieu et voir ce qui se passe quand il y a un déséquilibre ou des choses qui ne vont pas, des maladies, avoir un œil sur les mauvaises pratiques et entretenir entre guillemets à notre échelle, parce que moi je fais pas non plus des grosses cueillettes, mais voilà, pouvoir défricher une parcelle, ça me permettra voilà, à d'autres plantes de pouvoir profiter de cet espace. Ok. Alors toi, quand tu cueilles, dans quel état te trouves-tu? Je me sens bien. On a beau avoir plein de problèmes, plein de choses dans la tête vis-à-vis de l'entreprise, du stress, etc. À partir du moment où on commence à cueillir, enfin en tout cas moi, je me sens complètement détendu. Voilà, il y a tout qui s'envole. En fait, je suis vraiment
focus sur ce que je fais, sur la plante, sur ce qui se passe autour, les insectes qui vont voler. Enfin voilà, il se passe plein et on est vraiment en harmonie avec la nature. C'est quand même le plus vieux métier du monde, la cueillette. Hein. Ouais, Enfin, c'est même pas un métier. Enfin, les chasseurs-cueilleurs, ça a été les premiers hommes ont survécu comme ça, quoi. Donc il y a une reconnexion en fait. J'ai l'impression quand je cueille que je suis au bon endroit, à ma place. Ouais. Voilà, il se passe un truc. Donc tu pars avec ta fossile Oui. et avec ton, comment ça s'appelle, le linge blanc. C'est des bourras, on appelle ça des bourras. Mhm. Voilà, que je vais nouer. Super Alors il y a élégant. plusieurs façons de faire. Selon les plantes, on cueille avec les fossiles, des sécateurs, Ouais. un bourras, ça peut être un panier. Tout dépend les plantes qu'on cueille. Voilà, moi en général, c'est souvent le bourras et la faucille, voilà, pour les plantes aromatiques. Ça permet d'avoir les mains libres en plus. Les mains libres, ouais. Ouais. Alors ça pèse un peu lourd dans le dos, mais Ouais. tu vois, par exemple le thym, je le fais pas avec un bourras. Je le fais avec des paniers, des seaux, des paniers, et je remplis au fur et à mesure un drap que j'étale au sol. D'accord. Parce que la plante est beaucoup plus bas au niveau du sol. Ouais. C'est très long de faire, enfin très long entre guillemets, mais pour faire 20 kg de thym et remplir un bourras, on va y passer du temps, et donc on va avoir le poids dans le dos qui va rester plus longtemps, donc c'est assez fatigant. Alors que quand on cueille du romarin, remplir un bourras de 10 kg, ça va très très vite. Ouais. Donc là, on peut se permettre de le mettre directement dans le dos et d'aller vider au fur et à mesure. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs techniques. Et après, pour revenir sur la cueillette sauvage et sur les pratiques, c'est vrai qu'on ne va pas cueillir n'importe où. Hein. Quand on veut des produits de qualité, il faut avoir des sites de cueillette de qualité, reculer de toutes les sources de pollution, ça c'est important. Donc les usines, enfin, plein de choses, les grosses routes, voilà. Les champs cultivés en conventionnel, on va éviter. Voilà, donc c'est être reculé, essayer de se faire connaître quand on cueille, surtout quand on a des volumes importants à faire. Donc regarder à qui appartiennent les parcelles, demander des autorisations, que ce soit aux communes, à l'ONF, etc. Oui. Voilà, pour montrer qu'on est là et justement isoler un peu les gens qui ont des mauvaises pratiques, qui eux demandent jamais d'autorisation. Voilà. Il faut aussi faire attention quand on cueille à ne pas être sur le territoire d'un autre cueilleur. Donc se renseigner via les gens qu'on côtoie au fur et à mesure de l'activité. On connaît les cueilleurs, donc on peut appeler un collègue en disant est-ce que ce site est à toi. Bon, s'il est à quelqu'un, on va ailleurs, quoi. Oui, Voilà. Ça paraît du b.a.-ba, mais c'est pas toujours le cas. Oui. Et pour continuer, pour finir sur la cueillette, il y a une association qui s'appelle l'AFC, qui est l'AFC, qui est l'association française des professionnels de la cueillette, qui a été créée il y a une dizaine d'années par des cueilleurs qui ont commencé à avoir des problèmes au niveau de la ressource, que ce soit des mauvaises pratiques ou des surcueillettes, parce que il y a de plus en plus de demandes sur les plantes sauvages, donc potentiellement les plantes sont un peu mises, elles sont un peu trop cueillies sur certaines espèces, notamment l'arnica. Voilà. Il y a pas mal de pression sur les plantes sauvages. Oui. Et l'AFC a été créé par des cueilleurs pour se réunir entre cueilleurs, parler de tous ces problèmes. Alerter sur ces problèmes et rencontrer des gestionnaires d'espace, des acheteurs de plantes sauvages et les confronter à ces problèmes-là. Oui. Leur montrer que c'est important de savoir à qui ils achètent ou comment le milieu est géré. Est-ce qu'il est bien géré, pas bien géré, voilà. Donc l'association, l'AFC, sert à tout ça. Et à mettre vraiment en lien les cueilleurs. Oui. Ça c'est important parce que souvent les cueilleurs ils ne se connaissent pas. Et par l'AFC, il y a un annuaire, il y a des réunions, il y a une AG. Et ça permet à tous les cueilleurs de se rencontrer et de parler des plantes sauvages. Tu en fais partie? Ouais. Et par ce biais, tu as pu rencontrer des cueilleurs voisins? Les cueilleurs voisins, je les connaissais. Oui. Ou en tout cas dans la région. Voilà, j'ai quand même pas mal tourné en cueillette au départ, au début de l'activité, puisque je faisais que ça. Donc je suis allé en Provence, etc. Donc j'ai rencontré des cueilleurs et puis au fur et à mesure de l'activité, j'en ai rencontré de plus en plus. Et après, effectivement, l'AFC m'a permis d'en rencontrer encore plus. Et de te faire connaître. Et de se faire connaître, voilà. Et éventuellement de trouver aussi des contacts pour une plante que tu aimerais distiller. Par exemple, on parlait du cèdre de l'Atlas. Oui, bien sûr. De trouver un contact qui aurait potentiellement un cèdre à couper un jour. Ouais, c'est de la mise en réseau de cueilleurs qui adhèrent à des bonnes pratiques. Donc c'est très intéressant parce que oui, on se file des infos qui sont importantes, ou on se file aussi des infos
sur les techniques de cueillette. Ça c'est hyper important parce que il y a les personnes qui vont avoir des mauvaises pratiques de façon délibérée. Voilà, où ils sont sur de la recherche de production, productivité, on va vite, on cueille tout, on s'en va. Et après, il peut y avoir des mauvaises pratiques parce qu'on ne sait pas cueillir telle ou telle plante. En fait, la cueillette, on l'apprend beaucoup de bouche à oreille. Moi, c'est mon maître de stage qui m'a initié à la cueillette de certains végétaux. Il y en a d'autres que j'ai appris à cueillir tout seul, ou certains, j'ai dû faire des erreurs au départ. Et l'AFC, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire donner des expériences, quoi. Et éviter de faire du mal en cueillant mal une plante. Oui. Voilà, il y a vraiment des techniques adaptées à chaque cueillette. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un métier. C'est un métier. Absolument. Alors, au détour de tes balades dans la garrigue, est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer des plantes sauvages de manière impromptue et de les distiller par la suite? Oui. Ça revient aussi sur le côté cueillette. C'est-à-dire que ça peut arriver souvent de partir chercher une plante et d'en trouver une autre. Oui. Voilà. Donc on fait toutes les demandes, etc. pour cueillir la plante. Souvent quand on la trouve, elle n'est pas forcément à maturité. Mais c'est vrai que c'est un métier assez, en tout cas la cueillette c'est assez opportuniste. C'est-à-dire ça m'est arrivé d'aller chercher de la carotte sauvage, tomber sur du mélilo. Oui. Voilà, donc repérer le site, regarder à qui c'est, puis revenir un mois après quand il est à maturité pour le cueillir. Donc ça m'est arrivé de distiller des plantes comme ça. Et après j'ai fait des tests sur. Je savais par exemple sur le calaman que je ne pourrais pas le commercialiser parce qu'elle était donnée comme une huile essentielle neurotoxique. Je suis allé vérifier ça. Donc j'ai trouvé en cueillant du millepertuis une grande zone de calaman. Donc j'en ai ramassé une quinzaine de kilos que j'ai distillé dans mon petit alambic. J'ai fait la chromato. Et donc ça m'a confirmé que c'était une essentielle neurotoxique. Voilà. Mais potentiellement qui peut être intéressante pour un laboratoire ou je sais pas. Enfin, tout a un intérêt. Donc j'ai déjà fait du calaman, j'ai fait du xéranthème, je ne connais plus le nom latin exact, qui est une plante qui pousse dans mon champ, qui n'a pas besoin d'eau, qui n'a pas besoin d'être désherbée, et qui est très aromatique qui a un parfum d'aquilée millefeuille. Vraiment, quand je l'ai désherbé, là, donc à la main, ça a vraiment un parfum d'aquilée millefeuille. Et je me suis dit, c'est une plante aromatique, on va la distiller. Donc j'en ai cueilli un peu. À mon avis, j'en ai pas cueilli assez. On l'a distillé dans un tout petit alambic de démon. L'hydrolat est très aromatique, et je te le ferai sentir, d'ailleurs, je l'ai chez moi. Voilà, par contre, je ne l'ai pas fait aniser, pas d'huile. Vraiment, ça surnageait dessus. Alors je me dis, si j'avais fait 100 kg, peut-être que j'aurais eu un petit peu d'huile. Mais ça ressemble vraiment à un rendement comme de l'akilée millefeuille, avec très très peu d'huile par rapport au kilo de plante. Par contre, l'hydrolat est très aromatique. Il faudrait faire analyser l'hydrolat, voir les molécules qu'il y a dedans, pour voir s'il a un intérêt ou pas. Tu me redonneras le nom du... xéranthème. Je te montrerai ça. Et je ne l'ai pas fait analyser. Après, j'ai testé le pain d'Alep. Le pain d'Alep, il n'est absolument pas connu en aromathérapie. Il n'y a que des petits artisans distillateurs qui s'amusent à distiller du pain d'Alep. Donc, je l'ai distillé, super huile essentielle, très bonne surprise. Bon rendement, super chromato. Voilà. Et donc, elle est à la gamme... dans notre gamme depuis 3 ans, on en vend plein. Enfin, c'est vraiment un super produit. Et après, en test, j'ai déjà distillé du mélilo. Voilà. C'est aussi des opportunités de cueillette. Voilà. Et le myrte, il me semblait avoir lu que tu étais tombé sur une station de myrte, un peu comme ça, au détour d'un chemin. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu vas chercher une plante et puis tu en trouves une autre. Donc, tu vois, j'aime bien dire qu'il y a... Quand tu commences la cueillette, petit à petit, tu affines ton œil. Bon, après, je me suis formé aussi en botanique. Et en fait... il faut avoir un œil et un instinct quand tu es cueilleur pour aller chercher des plantes. Parce que tu ne vas pas chercher des plantes n'importe où. Il faut savoir à peu près où c'est qu'elles poussent. Et à un moment donné, moi perso, je me sens guidé de prendre tel chemin ou tel chemin pour tomber sur la plante. Et le myrte, je cherchais du romarin. Je savais qu'il y avait des myrtes, il y en avait quelques-uns. Et là, je suis vraiment tombé sur une station de myrte. Et c'est une plante que je côtoie pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas chez moi. Ça pousse pas comme ça, Donc on en voit sur les ronds-points des myrtes, mais c'est tout. Et donc je cherchais le romarin, j'en ai pas trouvé plus que ça, c'était pas un super spot.
Et puis il y a un arbuste là, qui m'a interpellé sur le chemin. Et je me suis dit, c'est quoi cet arbre que je vois, j'ai déjà vu, mais bon, je me suis approché. Il était en fleurs? Il n'était pas en fleurs, Ah il n'était qu'en feuille. Ouais. Je pense on devait être au mois de mars, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est quoi cet arbuste là que normalement je vois pas trop en garrigue. Et en fait, c'est voir ce qui ne devrait pas être là. Ouais. Voir la différence, le truc qui attire ton œil. Donc je me suis approché, je me suis dit, mais ça c'est un myrte ça. Bon, et j'ai commencé à remonter le filon. Parce qu'il y en avait un au bord du chemin, et puis un autre, et puis je suis tombé sur une belle station. Et tu l'as distillé? Et je l'ai distillé. Ouais. Donc c'est un site où je reviens chaque année. Voilà. Et donc sur les cueillettes, si j'y reviens, on va faire tourner les sites, ça c'est très très important. Il y a des plantes qu'on peut cueillir chaque année sur la même station, comme des lavandes par exemple, où le fait de les tailler, on va leur faire du bien, hein, puisqu'elles n'auront plus les amples florales, elles ne vont pas perdre d'énergie à faire leurs graines, etc. Donc on va les tailler en boule et c'est bénéfique pour elles. Il y a d'autres plantes, notamment le thym, qui va quand même souffrir des sécheresses l'été, des fortes pluies l'hiver. Donc lui, on va préférer faire tourner les sites sur plusieurs années, c'est-à-dire cueillir une année et selon l'état du site, revenir tous les 2 ans, voire 3 ans. Voilà. Ouais, il faut avoir beaucoup d'autres sites effectivement pour pouvoir tout faire tourner. Il faut avoir beaucoup de sites, et se faire connaître, avoir les autorisations pour pouvoir mettre en place des plans de gestion sur nos sites de cueillette. Voilà, c'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui viennent cueillir pendant qu'on met un site au repos. Enfin, c'est très compliqué la cueillette. Clair. Mais voilà, il y a des techniques comme ça, des plantes qu'il ne faut pas cueillir chaque année. Le romarin c'est pareil. Il faut le faire. Il faut le faire sur plusieurs années, voilà, faire tourner. Donc toujours chercher des sites. Et c'est vrai que c'est après ça que j'ai commencé à planter. Puisque au départ on fait des cueillettes de 50 kg, et puis 100 kg, 200, 500 kg. Et puis on voit qu'il y a d'autres cueilleurs. Et puis on se dit, bon quand même pour les huiles essentielles, il y a besoin d'un certain volume pour avoir de l'huile. Donc on ne peut pas tout extraire de la nature. Et voilà. On ne peut pas s'accaparer tous les sites de cueillette, justement parce qu'il y a d'autres cueilleurs et que les autres aussi ont le droit de cueillir. On ne peut pas réserver des montagnes entières en disant c'est à moi. Non, c'est pas vrai. Même si tu as réservé et que tu as l'autorisation, je ne vois pas pourquoi c'est qu'à une personne. Voilà, ça reste de la nature. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut mettre en culture du thym, du romarin, enfin, moi en tout cas ce que j'ai besoin pour pallier à tout ça, parce que si on extrait tout de la nature, ça crée des conflits, il y a beaucoup de pression sur les plantes. Oui, c'est vrai, il faut en être vraiment conscient. Alors maintenant, si on aborde le sujet de la distillation, tu distilles dans du cuivre. Oui. Il y a aujourd'hui néanmoins un débat sur la distillation entre le cuivre et l'inox ou l'acier inoxydable, qui serait neutre et ne relâcherait pas de composants. Et le cuivre, quant à lui, aurait des vertus antibactériennes, mais on dit aussi qu'il pourrait relâcher certains composants oxydants, entre guillemets. Donc du coup, pourquoi toi tu as opté pour le cuivre et quels sont les avantages que tu en retires? Alors le cuivre, pour plusieurs raisons. Déjà c'est vrai qu'il y a un débat, enfin c'est pas un débat houleux. Non. C'est voilà, moi j'ai rien contre l'inox. On n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est ça. Non mais voilà, moi j'ai absolument rien contre l'inox, simplement je trouve que voilà, je préfère distiller dans le cuivre pour les raisons que je vais aborder. C'est vrai que l'inox il est neutre, il se passe rien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à en dire. Et le cuivre, pourquoi on a choisi le cuivre? Alors on est sur de la distillation de la distillation artisanale entre guillemets, pas sur le côté péjoratif mais plutôt sur le côté qualitatif, l'artisanat. C'est comme ça que je l'entends. Voilà, non mais il vaut mieux le dire, mais c'est vraiment sur le côté qualitatif. Et le cuivre c'est le matériau utilisé depuis la nuit des temps pour distiller. Et en fait il a quand même ses propriétés antibactériennes. Je ne pense pas que ce soit que des légendes, voilà. Il y a un côté immunostimulant du cuivre. C'est un oligo-élément essentiel du corps humain. Donc ce côté antibactérien et immunostimulant, il va être intéressant notamment sur les hydrolats. Oui. Personnellement, nos hydrolats conservent très très bien dans le temps. Parce que tout ce qui passe au contact du cuivre est désinfecté. Et que si tu poses des germes, des bactéries sur une plaque de cuivre, sur une plaque en inox,
sur la plaque en inox, elles vont vivre. Et sur la plaque en cuivre, elles meurent. Donc il y a ce côté antibactérien qui est hyper intéressant pour les hydrolats qui sont normalement des produits, enfin pas normalement, qui sont des produits très fragiles. Voilà, donc on a des hydrolats qui conservent très bien dans le temps. Et pour moi c'est dû au cuivre. Donc c'est une des premières choses intéressantes au niveau du cuivre. La seconde, c'est que c'est un très bon conducteur de chaleur. Contrairement à l'inox, ne conduit pas la chaleur. Les fils électriques sont en cuivre. Donc il y a moins de pertes de condensation dans les alambics en cuivre, je pense, que dans un alambic en inox. Après, si on est sur des petits alambics en inox, on a des belles distillations aussi et peu de condensation. Mais sur des grosses cuves, le cuivre il chauffe très vite, hein, donc au fur et à mesure que la vapeur arrive, ça chauffe. Il refroidit aussi très vite, donc on peut vite le manipuler une fois que la distillation est finie. Donc voilà, ça c'est un second avantage. Le troisième, ce qu'on peut dire, c'est que les huiles essentielles distillées dans l'inox ont souvent un parfum assez soufré, je trouve. Et les hydrolats encore plus. Donc on parlait de réduction, et le côté soufre, c'est une oxydoréduction. Moi je voyais ça dans le vin à l'époque quand je travaillais dans le vin, où un vin qui n'était pas bien oxygéné avait des odeurs d'œufs pourris. Voilà, et donc pour pallier à ça, on faisait couler le vin, on l'oxygénait et on le faisait tomber très fort sur des chapeaux chinois en cuivre. Ah oui. Voilà. Donc le cuivre il a cette capacité de capter, je ne sais pas comment ça marche exactement au niveau chimique, mais de capter les notes soufrées que peut dégager une distillation. Et donc on a des parfums dans le cuivre toujours plus ronds et plus près de la plante. Voilà, donc on a des hydrolats très aromatiques et des huiles essentielles, je trouve, beaucoup plus rondes. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'aussi en Ayurveda, il préconise de laisser reposer de l'eau dans une bouteille en cuivre qui permet de relâcher certains composants pour effectivement l'immunité. Ouais. Donc, voilà, mais tu vois, le réseau d'eau potable, c'est des tuyaux en cuivre. Hein. Oui, oui. Donc voilà. Le cuivre, c'est vrai qu'il va échanger avec les plantes et avec l'huile essentielle. Donc il y a un petit peu d'huile essentielle qui va passer dans le cuivre. Il y a un échange qui se passe, qui pour moi est bénéfique et va rajouter des propriétés à l'huile essentielle, notamment au niveau de l'immunité. Ce qu'il faut pas faire dans le cuivre, c'est faut faire attention au vert de gris. Voilà. Donc le vert de gris, c'est l'oxydation du cuivre. Ah oui. Donc quand il devient vert. Donc ça, il faut pas canner. Hein. Il faut le nettoyer régulièrement, le cuivre, comme on nettoierait l'inox. L'inox aussi, il faut le nettoyer. Et après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'échanges avec le cuivre. Donc il ne faut pas qu'une huile essentielle trempe dans le cuivre pendant 3 jours. Parce que là, oui, effectivement, il y aura trop de cuivre dans l'huile essentielle. Mais le fait qu'elle fasse que passer et couler pendant la distillation au fur et à mesure sur le cuivre, ça peut être pour moi que bénéfique. Super. Merci pour ces explications. Donc. Alors, quelles sont les 3 plantes que tu préfères cueillir et distiller? La première, c'est la lavande aspic, qui est la première plante que j'ai ramassée, que j'ai cueillie dans les garrigues autour de chez moi. Voilà, c'est une plante que j'aime bien par sa structure, son parfum, la période de cueillette. C'est une plante qui sent très très bon. Au début de la distillation, les 2-3 premières minutes, des notes de fruits rouges qui sortent de l'alambic. Voilà, c'est assez spécial. Voilà, donc ça c'est ma numéro 1. Ensuite, j'aime beaucoup cueillir le romarin. Voilà, c'est une période de l'année, c'est la première cueillette de l'année, en mars. Commence à faire beau. Commence à faire beau, il y a des belles journées, j'ai des sites de cueillette qui sont magnifiques, vraiment en pleine nature. Voilà, c'est une plante qui est facile à cueillir, qui demande quand même un peu de force parce qu'il y a du bois, mais qui est très agréable. Voilà, pour sortir de l'hiver et reprendre les cueillettes, c'est la plante parfaite. Ouais. La distillation est très agréable aussi, très bon parfum. La troisième, ça sera l'immortelle. Ça ne sera pas une cueillette sauvage, ça sera donc cultivé. J'adore cette plante. Oui. La texture qu'elle a, qui est la couleur jaune, là c'est magnifique. La texture, ça fait un peu plante grasse, c'est assez doux. Son odeur, ouais. Ses vertus. Ses vertus. Ouais. Voilà, à la distillation, c'est un super parfum qui sort de l'alambic. Voilà, donc le top 3 en termes de cueillette et distillation, ce sera ça. Aspic, romarin et immortelle. Je valide. Il y en a plein d'autres, hein, mais
Voilà, les 3, ce sera ça. Super. Oui, alors tu proposes aussi quelques huiles exotiques. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire comment tu choisis les fournisseurs? On n'a pas rentré 50 huiles essentielles exotiques d'un coup. Tout s'est fait petit à petit, comme l'entreprise qui a grandi année après année. Donc j'ai commencé à rentrer des huiles essentielles exotiques dès la première année. Les premières, Titri, Ravinsara, Citron. Et au fur et à mesure du temps, j'ai rajouté des huiles essentielles exotiques qui sont incontournables en aromathérapie. Et comment je les ai sélectionnés? Le premier critère, c'est l'olfaction. Bon, voilà, j'ai reçu des échantillons des fois qui étaient vraiment pas bons. Et qui sont en général qui vont corréler avec le prix de vente. Oui, un prix de vente bas. Très bas. Oui, c'est pas bon signe. Et une qualité très basse. Ouais. Ça ne veut pas dire que parce que c'est très cher, c'est très bon, mais ça dégage des tendances, quoi. Tout à fait. Donc l'olfaction en premier. Ensuite, je regarde bien sûr les analyses chromatographiques et physiques des huiles essentielles. La provenance, le fait qu'elles soient bio. On essaye d'avoir des huiles essentielles FFL, on en parlait, donc Fair for Life. Bien que ça ne fasse pas tout et que ça soit qu'un début, un petit pas. Voilà, et après la relation qu'on va avoir avec une relation de confiance qu'on va avoir avec les fournisseurs de ces huiles essentielles exotiques. Alors ça peut être des exotiques, aussi il y a des huiles essentielles françaises qu'on n'a pas le temps de cultiver, qu'on n'a pas le temps de cueillir ou que simplement on ne peut pas faire pousser chez nous. Là on va travailler aussi avec des producteurs en France et en fait c'est des rencontres, c'est de la confiance. Tous les producteurs avec qui producteurs et fournisseurs avec qui on travaille sur ces huiles essentielles là, je les ai eus au téléphone, on a discuté longtemps, il y en a la moitié je les ai rencontrés. Il se passe quelque chose, quoi. C'est vraiment des rencontres, c'est pas que des fournisseurs, quoi. C'est pas qu'un achat sur un site internet. C'est pas qu'un achat, il y a un échange, on discute même sur des plantes Amada. Je regarde ce qui se passe là-bas, je pose des questions, est-ce que la nette est dure, voilà, donc c'est pas juste un clic et on va acheter tel produit, voilà. Il y a un peu plus derrière. Alors tu m'écrivais la plante est vivante dans les flacons. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Certes, c'est pas facile à expliquer à l'écrit. À l'oral. Est-ce que tu saurais l'expliquer à l'oral? Ouais, je sais pas si on va y arriver. C'est déjà un condensé, j'imagine, de tout ce que tu as dit précédemment. C'est la manière dont tu abordes. Oui, alors en fait, voilà, tu vois, le fait de travailler à la main, faire les cueillettes à la main, d'essayer le moins possible de brusquer la plante. En fait, toutes les petites attentions qu'on va mettre, c'est ça qui va faire la différence par rapport à une huile essentielle artisanale ou industrielle. Voilà, c'est tous les petits trucs en plus, les petites attentions. Donc la cueillette à la main, le fait de ne pas trop brusquer la plante entre la cueillette et la distillation, de bien l'entreposer, de bien la distiller, etc., de la distiller dans le cuivre pour nous. Oui. Voilà, et tout ça va faire que derrière, normalement, la plante doit se retrouver dans le flacon. Oui. Et c'est ça en fait d'avoir une huile essentielle vivante. Il ne faut pas dissocier la plante de l'huile essentielle ou du flacon. La plante que je cueille, elle doit se retrouver à 90% vivante à l'intérieur du flacon. Alors on va parler d'un taux vibratoire, on y croit pas. Mais tout ce qu'il va y avoir autour de nous a une vibration. Oui. La plante, quand on la cueille en cueillette sauvage ou dans son champ, elle est en train de vibrer, elle est vivante, donc elle dégage une énergie. Et l'idée c'est de prendre cette énergie et de la mettre dans le flacon. Voilà, c'est ça une essentielle vivante. Et le fait de la cueillir à la main, presque elle n'a pas l'impression qu'elle est cueillie. Oui. C'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Donc après on l'amène à l'atelier, tout doucement, on n'est pas non plus... ça aussi je ne l'ai pas dit, mais voilà, j'essaye quand je vais cueillir de ne pas être trop loin. Voilà, c'est maximum 150 km. Je ne vais pas faire voyager une plante sur 1000 km. Je préfère qu'elle soit distillée par le distillateur sur place. Ça sera mieux. Et qui m'envoie l'huile plutôt que d'envoyer la plante. Et donc il faut que cette plante, elle n'ait pas l'impression d'être cueillie. Qu'on puisse la déposer, l'amener à l'atelier, la distiller au bout de des fois une journée ou 2 jours ou après un préfanage, tout dépend. Qu'on la dépose délicatement dans l'alambic et qu'elle se rende compte de rien, quoi.
voilà, et qu'on la retrouve dans le flacon. C'est aussi simple que ça. Une huile qui est pour moi vivante, on la reconnaît. Bon, le parfum est très bon, mais les huiles essentielles, ça sent très fort. Oui. Donc détecter une bonne huile essentielle d'une très bonne, ça peut être compliqué quoi, pour quand on n'est pas né. Voilà. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les huiles essentielles distillées comme ça et cueillies à la main, etc., enfin vraiment en confiance, quand on ouvre le bouchon, elle s'échappe de suite. Et comme si elle voulait remplir la pièce, voilà. Et on les sent de très très loin. Alors que des huiles essentielles industrielles, faut aller les sentir quoi. Elles sont bloquées quoi, elles manquent un truc. Oui, je suis d'accord. Après, niveau âme de la plante, etc., je t'en parlerai un peu plus. Alors, est-ce que tu as des projets pour Bohémia? Oui, des projets, on en a plein, beaucoup. Bon, voilà, c'est vrai qu'on a commencé, j'ai commencé tout seul. Depuis, il y a Pierre-Jean qui m'a rejoint en 2017. Il y a d'autres personnes qui gravitent autour de Bohémia de plus en plus. Donc de cette petite idée que j'ai eue il y a 10 ans, il y a des gens qui se sont joints à moi. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on a commencé tout petit. J'ai commencé tout petit avec, j'ai acheté une faucille, quelques draps, j'ai fait une première cueillette. J'avais pas d'alambic, donc tout s'est fait petit à petit. Et c'est vrai que là, notre objectif, ça serait d'arriver à agrandir les locaux et pouvoir avoir une distillerie un peu plus grande, pouvoir gagner un confort de travail quand même. Oui, d'avoir un alambic de 1000 litres. Aujourd'hui, tu distilles dans 500 litres. Ouais, 500 litres, donc passer sur 1000 litres, mais ça sera faisable très rapidement. Mais c'est vraiment avoir des locaux, avoir une belle distillerie, quoi. Voilà. On est un peu exigu en termes de place, c'est un peu exigu. On pousse les murs, mais bon, à un moment donné, il faudrait les pousser sur un autre bâtiment, tout en essayant de rester quand même sur ce lieu, puisque c'est une entreprise familiale, c'est les terres de mon grand-père, les bâtiments de mon grand-père, donc si on pouvait rester sur place, ce serait quand même... Oui, c'est l'âme de Bohémia qui se trouve ici. C'est l'âme de Bohémia qui se trouve ici. Ouais. Donc ça fait partie des projets. Après, des projets, il y en a plein, des nouveaux produits à mettre en place, plein de choses. Écoute, dès lors que tu auras des projets qui seront sur le point d'aboutir et dont tu veux parler, n'hésite pas à me le dire. Hein. Avec plaisir, il y en aura. Ouais. Alors, pour terminer, où peut-on trouver les huiles Bohémia? Alors, les huiles Bohémia, on va les trouver dans des magasins bio, notamment dans le réseau des Biocoop, pas mal en Occitanie, et puis aussi partout en France, puisqu'il y a Pierre-Jean qui fait un gros travail sur tout ça, sur la commercialisation. On va être aussi dans des magasins bio indépendants, des épiceries fines, enfin voilà, plein de magasins de producteurs aussi. Et après on va les retrouver sur notre site internet. Oui. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer cette interview? Je pense qu'on a fait le tour au niveau de la production d'huile essentielle. Simplement, si je peux rajouter, c'est que produire des huiles essentielles, que ce soit en cueillette ou en culture, c'est quand même beaucoup de travail. Et quand on est sur un procédé artisanal comme nous, pour avoir la meilleure qualité possible, derrière ce petit flacon d'huile essentielle, il y a des producteurs passionnés qui travaillent et qui ne comptent pas leurs heures pour offrir aux gens ces concentrés de nature. Quoi. Il faut absolument être conscient de ça. Il faut utiliser ces huiles vraiment avec conscience de ce qu'il y a derrière. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Je te remercie infiniment, Julien, pour ce petit moment passé ensemble. Merci, c'était sympa. Et puis à suivre les prochaines aventures. Puis maintenant, on va les sentir. Voilà, on va aller sentir toutes ces huiles. Même si j'en connais déjà quelques-unes. À bientôt. Au revoir.